Merci de nous rejoindre pour ce 25e événement de la JE du semestre. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Dubreuil, le directeur général de l'Office français de la biodiversité, un sujet qui occupe de plus en plus les colonnes, puisque pas plus tard qu'hier, la Banque mondiale publiait une étude montrant que le recul de la biodiversité au rythme actuel ferait perdre 3% du PIB mondial d'ici à 2030, soit l'équivalent de 2700 milliards de dollars. L'actualité est chaude pour les prochaines semaines avec le Congrès mondial de la nature, enfin si toutefois il a lieu à Marseille début septembre. Si tout va bien, il pourrait être suivi de la COP15 sur la biodiversité en Chine début octobre. Euh, Monsieur Dubreuil, je crois que je vais vous laisser présenter les grandes missions de l'OFB et puis peut-être les priorités que vous avez sur le feu en ce moment. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bon, je ne sais pas quel est votre degré de connaissance de l'Office français de la biodiversité. Il est forcément superficiel. Oui, mais enfin, en même temps, vous êtes des journalistes spécialisés, donc vous connaissez un peu l'établissement. Donc, je ne vais pas partir de zéro, mais vous savez qu'il est issu d'une fusion entre l'Agence française pour la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. La genèse de cet établissement, il faut bien l'avoir en tête, ça vient d'assez loin quand même, notamment des années 2000, du Grenelle de l'environnement. En gros, de l'ambition de se doter en France d'un grand opérateur de la nature capable d'intervenir sur l'ensemble des milieux naturels, aquatiques, terrestres, marins. Sachant que jusqu'à présent, les établissements qui précédaient en fait l'OFB avaient des compétences sectorielles. L'ONEMA pour l'eau, les milieux aquatiques, l'ONCFS pour la faune terrestre et la faune sauvage, l'Agence des aires marines protégées pour les milieux marins, et puis d'autres établissements, les parcs nationaux, vous savez, pour des aires protégées, et encore d'autres établissements de taille moins importante. Donc, dans les années 2016, il y a eu la création de l'AFB, puis ce coup d'accélérateur en 2018 avec la volonté de fusionner et de mettre aussi la chasse, qui est un sujet particulier en France, dans l'établissement avec les compétences régaliennes qui sont celles de la délivrance du permis de chasser et de la police de la chasse pour contrôler l'activité cynégétique en France. Voilà, donc cet établissement existe depuis le 1er janvier 2020. Il a plusieurs missions et la loi a été très généreuse en termes de missions. Trop peut-être, enfin en tout cas, c'est à la hauteur des enjeux que sont l'érosion accélérée de la biodiversité. Et là, je sais qu'en tant que journaliste spécialisé dans l'environnement, vous avez des chiffres de l'IPBES en tête. Au niveau mondial, des 5 grandes causes d'extinction de la biodiversité que sont le changement d'usage des terres, la pollution, le changement climatique, les espèces exotiques envahissantes. Et si on décline l'artificialisation, si on décline ces causes au niveau national, hexagonal, enfin hexagonal non, parce qu'au niveau national, je vous le rappelle, la biodiversité ultramarine représente plus de 80% de la biodiversité française. Donc en réalité, ce n'est pas dans l'hexagone que les choses se passent principalement. Mais néanmoins, en France, ces causes n'ont pas le même impact qu'ailleurs. Par exemple, l'artificialisation des sols en France, c'est la première cause d'érosion de la biodiversité. C'est une cause majeure, puisqu'en 10 ans, l'équivalent d'un département comme la Seine-et-Marne, par exemple, un grand département, en terres agricoles productives, a été artificialisé. C'est-à-dire qu'on a changé d'usage d'espaces naturels pour en faire des espaces non naturels, à vocation essentiellement d'ailleurs économique. Donc, en France, ça c'est un exemple, mais je pourrais en prendre bien d'autres. En France, il y a des enjeux réels pour que la réponse finalement de l'État, de la société, soit à la hauteur. C'est la raison pour laquelle on a voulu créer cet établissement public qui est un peu le bras armé de l'État pour la biodiversité, pour protéger, préserver les milieux et les écosystèmes. Donc nos missions, il y a la police de l'environnement. Alors elles sont pas hiérarchisées, c'est-à-dire qu'elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Là, si je cite la police de l'environnement, c'est parce que en termes de nombre d'agents, sur 2800 agents, 3000 en fait, en réalité, parce qu'on a des noms permanents sur des contrats européens,
Ça représente 1700 inspecteurs de l'environnement. Donc, c'est la majeure partie de l'activité de la petite majorité des agents de l'OFB. Mais il y a aussi surtout une mission qui, à mon avis, irrigue toutes les autres, c'est la connaissance. C'est-à-dire qu'est confiée à l'OFB la responsabilité d'accroître la connaissance en matière de biodiversité à travers deux vecteurs. Les données, nous sommes coordonnateurs des systèmes d'information de données sur la biodiversité par la loi, en co-responsabilité avec le Muséum d'histoire naturelle, d'ailleurs, sur certaines bases de données, et avec d'autres opérateurs, comme Ifremer et d'autres sur les milieux marins, par exemple. Et nous faisons aussi de la recherche, nous contribuons à la recherche avec des spécialistes qui participent à des unités mixtes de recherche ou aussi l'unité mixte de service Patrinat qui permet de fournir des données de la recherche à l'État. Ce qui me permet d'aborder l'autre mission très importante, c'est l'appui aux politiques publiques et l'expertise. Nous sommes chargés d'appuyer les stratégies nationales, par exemple la stratégie nationale pour la biodiversité, la stratégie nationale des aires protégées, pour prendre des exemples récents, et aussi des stratégies internationales, par exemple. Et là, nous sommes vraiment en appui à nos ministères de tutelle que sont la transition écologique et l'agriculture et l'alimentation. Voilà. Et il y a une autre mission à laquelle, évidemment, je tiens beaucoup, et vous l'avez dit dans votre introduction, très importante, c'est qu'avec cet agenda international, il nous faut mobiliser l'ensemble de la société. Donc, la mobilisation de la société, c'est dans les missions dévolues par la loi à l'OFB. Mobiliser la société, ça veut dire les acteurs qui sont très nombreux. Dans notre gouvernance, on a 43 membres dans le conseil d'administration, toutes les parties prenantes possibles qui interviennent sur la biodiversité, les entreprises, les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs, elles sont dans notre gouvernance. Mais au-delà de ça, il y a un enjeu pour les citoyens eux-mêmes. C'est-à-dire que la biodiversité ne doit pas rester une affaire de spécialistes. Et moi, qui est un peu le mandat d'ailleurs qui m'a été fixé par le président de la République, mais c'est aussi celui que je me fixe à moi-même, c'est de populariser la biodiversité, de faire en sorte que ça ne reste pas dans le cercle des initiés et de la mettre au même niveau de préoccupation des Français que le climat. Et le lien entre climat et biodiversité est fondamental. Le rapport du GIEC et d'IPBES commun, là, qui vient de tomber il n'y a pas longtemps, démontre à quel point le lien entre les deux est absolument fondamental pour que la réponse puisse être à la hauteur des enjeux, des défis absolument colossaux qui se présentent à nous. Voilà, si je peux introduire, je ne veux pas être trop long, après le mieux c'est de répondre à vos questions. Mais voilà, en gros, le niveau d'ambition, ce qu'est l'OFB, évidemment, après, il faut décliner. Alors, pour commencer la séance de questions-réponses, moi je vais ouvrir le feu avec deux questions. La première était de savoir si, selon vous, le Congrès mondial de la nature de Marseille aura bien lieu et est-ce qu'on a des nouvelles de la COP15? Parce que visiblement, il ne se passe pas grand-chose sur les réseaux sociaux sur ce sujet-là. Alors, moi je ne suis pas forcément mieux placé pour vous répondre sur le Congrès mondial de la nature, même si on le co-organise, notamment les espaces Génération Nature avec le ministère. Donc, on est un peu informé, mais c'est surtout les ministres qui devraient vous répondre sur le sujet. J'entends les bruits très récents qui sont un peu inquiétants à cause du variant Delta. Là, on était parti sur une ambition là, très récente et assez forte, où on se disait qu'on allait quasiment tout faire en présentiel. Et nous, d'ailleurs, on était en train d'ouvrir nos espaces Génération Nature très largement. Et là, on sent, je le reconnais, une restriction forte et voire une prudence de la part de l'UCN et de l'organisation, qui était pourtant très allant à cause des histoires de passe sanitaire. Et, bon, voilà. Donc, on est un peu dans une période d'incertitude, pour ne rien vous cacher, mais vous le savez, qui n'est pas très confortable parce qu'on est quand même à 2 mois là, de l'ouverture du Congrès mondial. Et nous, on fait comme si ça allait être en présentiel large, ouvert, assez ouvert, enfin, ou quasi, pas total, parce qu'évidemment, ce n'est pas le Congrès mondial qu'on avait imaginé avant la crise sanitaire. Néanmoins, là, nous, on le prévoit toujours ouvert, mais je pense que la semaine prochaine, on en saura plus, pour tout vous dire. On a une réunion avec la ministre, donc on verra la semaine prochaine. Il y a de grandes discussions avec le CMN. S'agissant de la COP15, moi, je n'ai pas d'infos qui viendraient. On est toujours sur les dates là, qui ont été recalées. Je n'ai pas d'infos sur une modification éventuelle. D'accord. Alors, deux questions. On va commencer avec Émilie Legendre. Vous m'entendez?
Très bien. Très bien, Émilie, bonjour. Bonjour. Bon, je vais y aller sans la vidéo. En fait, moi, je voulais savoir si, au niveau du contrat d'objectifs et de performance de l'Office, je crois qu'il devait être adopté dans l'année. Je voulais savoir s'il était possible d'en savoir plus à ce sujet. Et aussi, voilà, au niveau de l'ambiance, de la mise en place de l'Office, en décembre dernier, Thierry Burlot, qui est le président de l'OFB, avait fait part quand même de critiques. Enfin, il disait qu'il cherchait vraiment sa place, que c'était un calvaire. Enfin voilà, il employait vraiment des mots très forts. Je voulais savoir si tout ça c'était dû avant tout à la crise sanitaire, qui j'imagine a eu un impact sur la mise en route de l'Office, ou si véritablement il y a toujours des problèmes de moyens financiers, moyens humains qui entravent un petit peu le développement de l'Office. Voilà. Alors, il y a plusieurs questions, hein. Bon, sur le COP, oui, les choses ont bien avancé, puisque hier, nous avons eu un conseil, avant-hier plutôt, on a eu un conseil d'administration présidé par Thierry Burlot encore, même si, vous le savez, après les élections régionales, on ne sait pas trop ce que ça va donner, parce que Thierry Burlot n'a pas été réélu en Bretagne, mais néanmoins, on a tenu ce conseil d'administration qui a permis d'approuver les orientations stratégiques du COP. Vous savez, un COP, en fait, c'est plusieurs étapes. C'est des orientations stratégiques issues d'un cadrage du gouvernement. On a fait travailler notre conseil d'administration et tous ses membres, et ceux qui ont voulu, hein, sur la base volontariat, les vice-présidents aussi, pendant la période là, des 2 mois qui ont passé sur ces orientations stratégiques pour les définir. Et il se trouve que le conseil d'administration les a adoptées à la quasi-unanimité avec les votes d'ailleurs des organisations syndicales, ce qui est assez remarquable. Donc ça a été adopté il y a 2 jours. Maintenant, il nous reste à finaliser le contrat parce qu'après les orientations stratégiques, qui sont en gros les grands axes, les 4 grands axes finalement des 5 ans à venir pour l'OFB, il y aura des objectifs opérationnels, c'est très important pour pouvoir décliner tout ça en priorité opérationnelle pour nos agents et des indicateurs. Et in fine, le contrat devrait être voté par le conseil d'administration le 30 novembre. Donc voilà le calendrier. Ça avance très bien. Et là, je dois vous dire que depuis avant-hier, les feux sont très verts sur le contrat. Alors, sur la question des moyens, Thierry Burlot et d'autres membres du conseil d'administration avaient attiré, je ne sais pas tant cette audition à laquelle vous faites référence d'ailleurs, que plutôt des séances du conseil d'administration où des administrateurs ont attiré l'attention sur les limites de moyens de l'établissement par rapport à ses missions. Et bon, moi, je suis directeur général, je suis en responsabilité, je suis responsable exécutif de l'établissement, j'ai des mandats vis-à-vis des tutelles. Si vous voulez me faire dire qu'on a besoin de plus de moyens, oui, par rapport aux missions qu'on a, on aimerait bien en avoir plus. Néanmoins, on fait avec ce qu'on a. Et l'adéquation mission-moyen, elle est fondamentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est d'ailleurs l'un des enjeux de notre COP, nous devons absolument faire en sorte de prioriser le travail de nos agents pour les protéger et faire en sorte qu'ils puissent tout faire parce qu'il y a une grosse tension évidemment liée à la fusion, c'est normal. Fusionner 2 établissements qui travaillaient ensemble et qui ne faisaient pas la même chose, c'est par nature très compliqué. On a été bousculé par le contexte et la crise sanitaire qui a vraiment compliqué les choses. Donc, quand le président du CA s'exprimait, oui, c'était évidemment difficile, même si on avait déjà mis en place le conseil d'administration. Mais depuis 1 an et demi, puisque l'OFB a 1 an et demi aujourd'hui, depuis le 1er juillet, on a fait énormément de choses. C'est les 12 travaux d'Hercule, ce qu'on a fait. Vous n'imaginez pas de faire fonctionner un établissement de cette taille avec des agents qui ne travaillaient pas ensemble forcément, qui n'avaient pas forcément les mêmes priorités, qui n'avaient pas les mêmes outils de travail. Parce que vous savez, les outils système d'information, par exemple, outils RH, eh bien, ils n'étaient pas les mêmes à l'ONCFS et à l'AFB. Donc, ça a été absolument colossal. Et tout ça en visioconférence pour beaucoup et sur le terrain avec des inspecteurs de l'environnement. Donc, on a eu une année 2020 très difficile. Et là, je trouve que la trajectoire est bonne. On est en train la visibilité de l'OFB s'est accrue. On est un peu victime de notre succès. C'est-à-dire que, en fait, comme l'OFB est de plus en plus visible et connu sur le terrain, eh bien, nos agents sont sursollicités. Mon enjeu à moi aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'ils puissent précisément ne pas répondre à toutes les sollicitations et notamment celles pour lesquelles ils ne sont pas compétents. Je vous donne un exemple.
Aujourd'hui, quand il y a un dépôt de déchets sauvages quelque part, parfois les citoyens, les entreprises ou les élus font appel à l'OFB en disant écoutez, il y a un problème là, les dépôts de déchets sauvages, ce n'est pas notre responsabilité. On n'est pas compétent sur, par exemple, les ICPE, les contrôles d'ICPE non plus. Donc, on a tendance à attribuer à l'OFB des missions et des compétences qu'il n'a pas. Et dans un contexte où nos agents sont déjà débordés. Donc, on doit prioriser absolument, et ça, c'est notre responsabilité que de le faire. On le fait de manière dans le dialogue avec les agents, dialogue avec les organisations syndicales et avec nos tutelles, évidemment, dans le cadre du COP. Voilà, donc évidemment que c'est difficile, hein, je veux dire, mais n'imaginez pas que créer un établissement soit une chose facile. C'est issu d'une fusion, c'est très complexe. Mais on avance. Depuis Bruxelles, une question de Pascal Verdeau. Oui, bonjour Monsieur Debreuil. Pascal Verdeau, je suis le correspondant à Bruxelles de France Télévisions. Je voulais revenir sur le lien entre climat et biodiversité. Vous avez commencé à énumérer les grandes causes de dégradation de la biodiversité, l'artificialisation des terres notamment. Est-ce que vous pouvez nous resituer les autres grandes causes? Et puis j'avais le souvenir, mais peut-être un petit peu ancien, que le changement climatique intervenait en 3e ou 4e position dans l'érosion de la biodiversité, mais surtout qu'il pourrait demain ou dans les années qui viennent devenir la première cause de dégradation de la biodiversité. Et pour élargir sur ma casquette européenne, est-ce que vous avez le sentiment que du côté de la Commission européenne, dans ce qu'on appelle le Green Deal, est-ce que vous avez le sentiment que la biodiversité est remontée aussi dans l'agenda européen? Merci. Merci pour ces questions qui sont très importantes, qui nécessiteraient des réponses très longues. Je vais essayer d'être court. Vous savez, le lien entre le changement climatique, le dérèglement climatique et la biodiversité, il a été vraiment documenté dans le premier rapport de l'IPBES. Alors, c'est un peu complexe parce qu'en fait, les deux interagissent, se nourrissent eux-mêmes. C'est-à-dire que l'érosion de la biodiversité accroît le changement climatique et le changement climatique accroît l'érosion de la biodiversité. Vous prenez l'exemple, il y a quelque chose qui l'illustre très bien, c'est l'océan. L'océan à lui seul est un réservoir est un des éléments fondamentaux de fonctionnement des masses d'air qui génèrent finalement des dérèglements climatiques. Vous connaissez les systèmes avec l'augmentation de la température, mais aussi en même temps, le changement climatique a un impact sur l'océan en acidifiant l'océan et donc en détruisant des écosystèmes. Donc l'interaction à travers l'océan, qui est quand même responsable pour nous d'une respiration sur deux, hein. Enfin, je le rappelle, mais c'est parce qu'il y a de l'océan profond et l'océan, finalement, c'est sans doute le milieu qu'on connaît le moins. Parce que l'océan profond, les microplanctons, les micro-organismes qui se trouvent au-delà de moins 5000 mètres sous le niveau de la mer, c'est un milieu compliqué à atteindre, pas exploité aujourd'hui et méconnu, mais dont on sait qu'il apporte des services absolument fondamentaux comme cet oxygène dont on a besoin et qui se raréfie aujourd'hui avec ce changement climatique et cette acidification des océans. Donc, ce qui est recommandé par le groupe commun, les ateliers communs là, entre le GIEC et l'IPBES, c'est vraiment d'agir sur ces causes-là, c'est-à-dire réduire la pollution des océans et réduire la surexploitation des ressources, et en même temps, évidemment, limiter les effets, l'émission des gaz à effet de serre, et là c'est le changement climatique, pour pouvoir limiter les effets sur la fonction de régulation finalement qu'ont les océans, les mers et le milieu marin de manière plus générale. Donc, ce qui est proposé, donc quand vous dites oui, ça peut devenir la première cause d'érosion de la biodiversité, le changement climatique, ben oui, tout simplement en termes de surface. Si vous ajoutez les milieux marins, plus les surfaces terrestres, forêts par exemple, qui à l'échelle de la France représentent quand même 80% des espaces, hein, et la déforestation en France, c'est forcément un sujet qui
a un impact sur la décarbonation. Quand vous détruisez des forêts, finalement, vous limitez les espaces qui permettent de générer de la récupération carbone. Et puis, en même temps, vous artificialisez les terres, donc vous générez de l'activité économique qui accroît en plus le changement climatique. Donc, vraiment, si on ne fait rien, et malheureusement, la situation continue de se dégrader, on va arriver finalement à un pic où les deux droites qui sont en train de se rejoindre, changement climatique et la biodiversité, vont se rejoindre à un niveau qui sera plus maîtrisable, qui sera plus raisonnable. C'est la raison pour laquelle il y a ces stratégies des aires protégées. Alors, vous la connaissez au niveau français avec les 30%, les 30-10%, et le GIEC et l'IPBES disent qu'il faut une échelle de 30 à 50% des espaces terrestres et marins protégés. Donc, ils sont plus ambitieux, évidemment. Enfin, déjà, faire les 30-10%, vous le savez, ce n'est pas simple. Hein. La stratégie annoncée par le président de la République, elle est ambitieuse déjà. Hein. Voilà. Alors, ça me permet de terminer ma réponse sur le Green Deal. Moi, je trouve que la biodiversité monte. Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai lu, j'ai échangé avec Pascal Canfin aussi. Bon, moi, j'ai l'impression que ça monte. À mon sens, pas suffisamment. Si vous voulez mon avis personnel de DG de l'OFB, mais je l'ai dit à Pascal Canfin, je pense que la biodiversité ne doit pas être le parent pauvre de l'action environnementale. Mais je le reconnais, il y a quand même une difficulté avec laquelle j'ai échangé d'ailleurs avec lui, c'est la question des indicateurs. Parce que vous avez des indicateurs carbone, vous avez des indicateurs sur changement climatique qui sont assez fiables et bien documentés et même popularisables. Pour la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que vous avez des indicateurs. Nous, on peut vous donner des chiffres de disparition d'espèces. On peut vous donner des chiffres d'érosion des milieux. 50% des écosystèmes marins en 40 ans, 40% des zones humides en 30 ans. Les zones humides qui elles-mêmes d'ailleurs rendent des services écosystémiques pour lutter contre le changement climatique. Parce que si vous limitez les zones humides, vous avez des températures qui augmentent. Alors c'est un vrai problème dramatique. Bon, les milieux terrestres, les haies qui sont supprimées, les espèces, la liste rouge, tout ça on peut vous le donner. Mais on n'a pas d'indicateur très précis. Si on a des indicateurs très précis, mais on n'a pas d'indicateur général ou une batterie mobilisable de 5 à 10 indicateurs qui permettent de mesurer l'évolution de la biodiversité. Et ça, moi, j'y travaille avec mes équipes. On a un observatoire national de la biodiversité qui permet d'y travailler. On a beaucoup d'indicateurs qui sont des micro-indicateurs, par exemple d'état des rivières, des micropolluants, très intéressants. Mais comment les vulgariser et comment les rendre finalement au même niveau de popularisation que ceux du climat? C'est ça l'enjeu aussi qui permettra, je pense, au niveau européen d'ailleurs, de pouvoir mobiliser plus. Si vous permettez juste je rebondis sur ce que vous avez dit avec la permission de Valérie. Est-ce que finalement, dans ces indicateurs, la bonne nouvelle, c'est que la biodiversité, pris à un certain stade, peut se reconstituer, si j'ose dire, alors que pour le changement climatique, on sait qu'on a un seuil qui sera, j'allais dire, irréversible. Est-ce que… Oui, clairement. La biodiversité, elle est plus résiliente que le climat, entre guillemets, pour une raison assez simple que vous connaissez, c'est que si on s'arrête, si on réduit aujourd'hui nos émissions de gaz à effet de serre, l'effet de notre réduction, il se verra dans 50 ans, de par le mécanisme du changement climatique et de l'émission même des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, il y a un effet retard, ce qui ne veut pas dire qu'il faut relâcher l'effort, bien au contraire, parce qu'on parle de nos enfants et de nos petits-enfants, mais c'est ce que mon ami Bruno David appelle la tragédie des horizons, c'est-à-dire qu'on a du mal à penser demain. Alors, penser après-demain et penser 50 ans, c'est plus compliqué. Bon. Néanmoins, alors que pour la biodiversité, la résilience de certains milieux, je dis bien de certains milieux, est beaucoup plus importante. Si vous arrêtez de polluer un cours d'eau, un littoral, parce que je pense aux liens terre-mer, si dans une zone côtière, ça c'est tout à fait évalué, nous on a des parcs naturels marins à l'OFB qui sont des aires marines protégées, on voit que quand on protège plus, on voit l'état, la qualité des milieux s'améliore très vite. La résilience est très forte. Il y a que pour un milieu où c'est beaucoup moins, il faut le reconnaître, efficace, c'est les sols. La qualité des sols en France, elle est très dégradée à cause de la pollution, à cause de la surexploitation de ces sols, liée à la productivité agricole notamment
dont les agriculteurs ne sont pas les seuls responsables, mais enfin c'est comme ça. Eh bien là, par contre, la résilience des sols, elle est beaucoup plus lente. Il faut beaucoup plus de temps pour régénérer les sols. La microfaune des sols ne se restaure pas comme ça. Mais pour les autres milieux, il y a plus de résilience, ce qui devrait nous encourager, vous avez raison, à être plus optimistes sur notre capacité finalement, l'homme étant la cause, hein, parce que l'origine anthropique de tout ça ne fait aucun doute, mais l'homme est aussi la solution, c'est-à-dire qu'il peut très bien modifier le cours des choses et assez rapidement s'agissant de la biodiversité. Alors, je vais doucher cet optimisme. Ces dernières heures, pratiquement coup sur coup, le Conseil d'État et le Haut Conseil pour le climat ont finalement rappelé que la France souffrait d'une forte carence en politique d'adaptation. Est-ce que l'OFB peut contribuer à redynamiser un petit peu toute cette recherche en matière d'adaptation aux effets du changement climatique? L'OFB n'a pas tous les. Enfin, on est Contribuer. un public de 3000 agents, mais on n'a pas des moyens illimités. On ne pourra pas nous inverser ça, c'est certain. Par contre, on peut agir à notre modeste mesure, notamment avec des programmes live. Ce qu'on fait sur un live qui est assez méconnu, qui s'appelle Artisan. Enfin, c'est son nom de code, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est l'acronyme Artisan. ARTISAN, qui est un live qui permet de développer des solutions fondées sur la nature et donc l'adaptation au changement climatique avec ces solutions fondées sur la nature. Bref, par des programmes live en fait, qui permettent de faire effet de levier, on peut développer ça avec des moyens finalement limités parce que les programmes live de l'Union européenne nous permettent quand même d'avoir des moyens supplémentaires pour monter un peu à ce niveau-là. Bon, voilà. Mais je veux dire, le Haut Conseil au climat rend des avis et même le Conseil d'État, vous l'avez vu récemment, là, qui donne des délais. Nous, à notre modeste mesure sur la biodiversité, on utilise des outils qui nous permettent quand même d'aller dans ce sens-là. Mais bon, voilà, enfin, je veux dire, on n'est pas comptable non plus d'objectifs nationaux pour l'ensemble des effets du changement climatique. Hein, l'une des toutes petites parties du plan climat 2030 que la Commission devrait présenter, je crois, le 14 juillet, concerne un important programme d'afforestation dans toute l'Union européenne. Est-ce que l'OFB est partie prenante pour la partie française? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pas tant que ça sur la forêt. Alors la forêt, on est concerné par la forestation, mais bon, d'abord, c'est plutôt le délégué interministériel aux forêts qui suit ça. Nous, on a sur le milieu forestier, on intervient en tant qu'expert avec l'ONF d'ailleurs sur ces sujets-là. Ce qui est certain, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on encourage, excusez-moi, on encourage des acteurs en fait à reforester. Par exemple, on a un programme qui s'appelle Entreprises engagées pour la nature. Plus de 130 entreprises aujourd'hui sont dedans et dont 47 d'ailleurs ont signé des plans d'action. Bon. On intervient aussi auprès d'elles pour les conseiller et les aider à agir sur la biodiversité en faisant en sorte que la biodiversité soit en haut de leurs préoccupations dans la RSE. Prenez une entreprise, par exemple, comme AXA, entreprise évidemment de premier niveau, qui a doublé son plan d'investissement. Je crois que le PDG, Thomas, j'oublie son nom, Buberl, a annoncé devant l'AG des Nations Unies qu'il y aurait 300 millions de fonds d'investissement pour la biodiversité. Il a doublé. Et ça s'est fait précisément par un plan de reforestation énorme, puisqu'ils ont acheté des milliers, même des centaines de milliers d'hectares de forêt qu'ils ont replantés pour pouvoir finalement générer des zones favorables à la biodiversité. Donc là, ça, c'est bon, ils le font, ils n'ont pas besoin de nous pour le faire, mais nous, ce qu'on leur dit quand ils font ça, c'est très bien de planter des forêts,
c'est très bien de faire cette afforestation je veux dire, quand des acteurs privés de ce niveau-là le font, ben, ça permet vraiment de faire avancer la cause. Mais ensuite, il faut savoir que ces forêts doivent être gérées. Et c'est là qu'on intervient. Parce que nous, ce qu'on apprend, c'est que la forêt, ça se gère. Euh, Avoir des forêts, planter des arbres, c'est formidable, mais la gestion de la biodiversité, je dis bien la gestion de la biodiversité, ça dépend de l'homme. Comment une forêt s'entretient, comment une forêt se développe. Et donc, il ne s'agit pas simplement de dire on va reforester pour considérer qu'on est quitte finalement de l'objectif. Et là, il y a des enjeux d'interaction entre milieux et espèces, entre les différents écosystèmes forestiers qui font appel à des spécialistes de l'OFB. Alors, un autre grand sujet impactant, comme on dit vulgairement, la biodiversité, c'est l'agriculture. L'OFB est-il consulté pour la préparation de la prochaine politique agricole commune? Oui, on intervient, mais là encore à modeste niveau. On a une personne chez nous qui est en appui aux politiques publiques sur la PAC et qui donc est en contact avec la tutelle agriculture alimentation sur l'évolution de la PAC. Là, on intervient, nous, en tant qu'appui, donc on donne nos avis sur l'évolution des politiques publiques. On produit des notes, le cas échéant. Alors, bon, c'est de l'expertise de l'appui aux politiques publiques, hein, c'est-à-dire que là, il faut bien voir qu'on agit sur commande de nos tutelles. Voilà. Si on ne nous demande pas, on ne fait pas. Si on nous demande, on n'est pas une ONG, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on est… ça, c'est évidemment, mais c'est un levier d'action, hein. Évidemment qu'on essaye d'influencer finalement les politiques publiques et notamment l'évolution de la PAC dans un sens de plus de biodiversité. Par ailleurs, on est responsable aussi d'une partie du plan éco-phyto pour 40 millions. Hein, donc, c'est aussi notre responsabilité, enfin, on essaie en tout cas, de piloter la partie du plan éco-phyto qui concerne la biodive avec les parties prenantes agricoles. Et puis, plus généralement, d'amener dans la… C'est un enjeu fondamental pour la biodiversité, évidemment. C'est d'amener les acteurs du monde agricole à évoluer dans leurs pratiques, au-delà même d'ailleurs des évolutions de la PAC. Et pour ce faire, on a des contacts. Moi, nous intervenons régulièrement auprès de toutes les grandes filières agricoles pour faire prévaloir les intérêts de la biodiversité. C'est vraiment un combat pour nous prioritaire. Voilà, donc on agit à plusieurs niveaux, avec plusieurs leviers. Alors, je crois qu'on va poursuivre sur le même sujet avec plusieurs questions d'Yvan Logbenov. Bonjour, merci. Ouais, justement, comme on parlait d'agriculture, j'ai une question peut-être sur la HVE. Il y avait une note de l'OFB qui a fait pas mal de bruit sur le sujet, savoir où on en était aujourd'hui sur ce volet-là. Qu'est-ce que vous en pensiez et quelle modification éventuellement de la HVE vous défendriez. Et puis après aussi une question sur, enfin vous évoquiez un travail en cours sur les indicateurs au sein de l'OFB, en savoir un peu plus concrètement sur quel type d'indicateur ça serait et quand est-ce qu'on pourra avoir cet indicateur. Merci beaucoup. Bah, merci. Alors, sur la HVE, vous voyez, c'est un peu le complément de ce que je disais avant. Quand on produit des notes, enfin, j'ai vu que cette note a été diffusée dans la presse. Nous, on ne l'a pas diffusée dans la presse. Enfin, c'est une note qu'on a transmise à nos tutelles à leur demande sur le label HVE. Voilà, qui disait des choses, en effet, qui dit des choses. Après, cette note, je vous le dis clairement, n'avait pas vocation à être rendue publique. On est dans un lien entre l'établissement public et sa tutelle. Voilà, donc, enfin, on n'est pas là pour critiquer les labels HVE. Mais maintenant, quand on nous demande ce qu'on pense du label HVE, on dit ce qu'on pense d'une manière scientifique. C'est-à-dire qu'en gros, la question du label HVE, notamment, c'est de savoir si les référentiels sont aussi ambitieux ou moins ou plus que c'était le cas dans le label précédent. Donc nous, on se prononce en fonction des indications qu'on nous donne sur l'évolution d'un label. Voilà. C'est pour ça que vous voyez, moi, je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas bien le label HVE. Je ne suis pas là pour ça, d'ailleurs. Je réponds à une commande. Évidemment, notre rôle, c'est de faire en sorte que les labels, comme le label HVE, soient des labels qui soient réellement des bons indicateurs de biodiversité dans la production agricole, dans la production alimentaire, bien sûr, évidemment. Mais encore une fois, en répondant à des commandes, c'est ce qui nous distingue d'une ONG. Vous voyez, on n'est pas dans une position critique vis-à-vis de… notre seule référence, c'est la connaissance scientifique et l'expertise qu'on peut mettre dans l'évaluation finalement de ces labels. Voilà, donc je ne me prononcerai pas. Moi, aujourd'hui, d'ailleurs…
Je pense que tout ça est en réflexion, c'est pas arbitré, mais on fait valoir, évidemment qu'on défend l'intérêt de la biodiversité autant que possible, c'est aussi notre rôle, mais dans le cadre des politiques publiques. Et votre deuxième question, j'ai oublié. Sur l'indicateur de biodiversité sur lequel vous travaillez au sein de Oui, l'OFB. alors en fait, c'est plusieurs indicateurs. Moi, ce que je vous disais, c'est que à partir des indicateurs qui existent et qui sont dans l'Observatoire national de la biodiversité, qui est sous pilotage de l'OFB et d'autres, hein, mais que nous coordonnons, moi, je voudrais extraire et mettre à disposition du grand public et des décideurs politiques et économiques quelques indicateurs clés. Donc ça, c'est un chantier qui est actuellement en cours. L'horizon que je donne, j'espère j'espère qu'à la fin de l'année, on pourra vous donner des nouvelles d'où on en est avec quelques indicateurs clés. Mais on a la matière, sauf sur les milieux terrestres, c'est compliqué. Hein, je ne vous cache pas, dire comment un milieu terrestre évolue. Aujourd'hui, on a l'entrée espèce, faune sauvage espèce. Ce n'est pas suffisant. Pas suffisant pour dire comment un territoire finalement évolue. Mais sur les rivières, sur les cours d'eau, sur les milieux marins, moi, je sais vous dire assez facilement comment les choses évoluent. Et donc, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un baromètre de la biodiversité. Vous savez, j'aimerais bien que l'OFB soit un peu à la fois l'ADEME et l'INSEE de la biodiversité. C'est-à-dire que nous puissions fournir des données statistiques, mais compréhensibles. On donne les chiffres du chômage régulièrement. J'aimerais qu'on puisse donner les chiffres de la biodiversité et de son évolution. C'est à la fois pas insurmontable parce qu'on a des données, mais c'est très compliqué parce que ce n'est pas si vulgarisable que ça et pas si simple. La biodiversité, c'est complexe. Hein. Ce sont des interactions, des interdépendances entre vivants, vivants non humains et vivants humains. C'est compliqué, en fait. Il faut assumer cette complexité. Mais l'OFB, en tout cas, c'est mon rôle, je le pense, a le devoir de rendre lisible cette complexité du vivant. Est-ce que de tels indicateurs existent au niveau international déjà? Non. Non, ils existent, encore une fois, oui, ils existent parce qu'il y en a beaucoup, mais de manière, de ce que je veux faire, non. Personne aujourd'hui au niveau international. Vous savez, l'OFB au niveau international, ça n'existe pas. Hein. C'est le seul établissement public qui. Il y a beaucoup d'agences, hein, il y a des agences de forêt, des agences marines, des agences terrestres, des agences. Bref, des montagnes, de différents milieux dans beaucoup de pays, qui sont d'ailleurs d'excellente qualité, des partenaires, mais qui rassemblent toutes les parties prenantes. Par exemple, les chasseurs, les pêcheurs, les ONG, et en même temps qui puissent parler terre, mer, eau douce, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas eu de travaux menés, par exemple, dans le cadre de l'IPBES ou d'autres organismes transnationaux du même genre. Sur plein de choses, mais à ma connaissance, pas sur la vulgarisation des grands indicateurs. Maintenant, l'IPBES a permis de documenter ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le pourcentage d'érosion par milieu terrestre, aquatique, marin. Ça, c'est déjà pas mal quand même. Hein. Ça, c'est des vrais chiffres. Mais moi, ce que je voudrais, c'est l'évolution. Vous voyez, c'est des indicateurs d'évolution. C'est du baromètre. Parce qu'on doit pouvoir agir en fonction de l'évolution. Et notamment pour les entreprises. Aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup avec des entreprises qui me disent « mais donnez-nous des indicateurs d'impact ». Et faut reconnaître que ce n'est pas simple. Et elles en ont besoin, je les comprends, puisque moi, je pense que l'économie et la biodiversité, ce n'est pas ennemi. Hein. Vous savez, je fais un décroissant. Hein. Je ne pense pas qu'il faille arrêter l'activité humaine et mettre la nature sous cloche. Hein. Je ne crois pas que ce soit la solution du tout. Par contre, je pense qu'il faut apprendre l'homme à mieux vivre avec la nature et différemment, et surtout à produire d'une manière qui soit compatible avec l'intérêt de la biodiversité. Et il y a des rapports économiques, comme le rapport de Lannoy, d'économistes compétents, qui ont montré que finalement, protéger la biodiversité, ça peut générer de la valeur ajoutée. Ça peut même créer de l'emploi. Il y a des chiffres assez fiables qui existent là-dessus. Mais bon, il faut leur dire comment et avec quels indicateurs, vous voyez. C'est un gros boulot qui est en cours. Hein. Une question de Yves Guitin. J'ai activé le micro, pardon. Oui, bonjour, je fais juste un petit flashback sur la forêt. En France, si je ne dis pas de bêtises, la forêt progresse. Vous disiez aussi que la forêt, ça se gère, mais souvent dans tout ce qui est privé, forêt privée… Oui, je suis en Zoom là, avec le patron de l'OFB.
Pardon? Il y a un collègue qui n'a pas. Il y a un collègue qui a pas- qui a l'OFB, pas- l'Office français de la biodiversité. Oui, vous m'avez entendu, non? Oui, oui, moi je vous entends. Non, ma question c'était comment on peut éviter en fait, dans tout le secteur privé, le développement de la monoculture, du douglas partout, qu'on coupe tous les 30 ans ou tous les 40 ans. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce niveau-là comme formation, évangélisation, etc. Parce qu'aujourd'hui, ce sont vraiment des forêts de rentabilité, pas de gestion, mais Oui, voilà, il faut que ça pousse vite et qu'on les coupe. ouais, je suis d'accord. Ouais, bah là encore, on est au cœur du sujet, logique économique et intérêt de la biodiversité. Et ça se joue dans les forêts. Ça se joue dans les Ce forêts qui qui, représentent. ce qui se passe également dans le Morvan actuellement, où on transforme les forêts un peu primaires en forêts de douglas. Oui, ouais, bah, il y a plus vraiment de forêt primaire, mais enfin, en tout cas, il y a des forêts. Enfin, le problème, c'est l'orientation que prend la gestion forestière, quoi. Et ce que vous dites là, on le constate. Alors, enfin, nous, on a ces parties prenantes, le CNPF, les propriétaires forestiers dans notre gouvernance, France Silva, bon, tous ces gens-là. Bah, c'est à eux, enfin, je veux dire, on agit aussi sur la forêt publique hein, avec l'ONF. Enfin, vous connaissez les difficultés d'ONF économiques qui font que, voilà, c'est pas facile. Mais l'enjeu, c'est en effet la forêt privée surtout. Et ben, sur la forêt privée, il y a des nous, on a une action, vous parlez d'évangélisation, moi je parle de sensibilisation, de mobilisation. On est là pour mobiliser les acteurs de la forêt privée, qui sont, je veux dire, avec lesquels on travaille, pour leur dire attention, enfin, une forêt, c'est pas une réserve foncière économique seulement, enfin, c'est une réserve de biodiversité. Et ce qui est arrivé pour l'agriculture peut arriver pour la forêt, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs se rendent compte que la surexploitation des ressources, des sols, et les pollutions diverses et diffuses qui ont généré cet appauvrissement des sols, aujourd'hui, génèrent des baisses de productivité. Voilà. Ben, pour la forêt, attention, cette vision économique à court terme, elle est dangereuse pour la forêt, en effet, avec le choix des essences. Enfin, vous connaissez le sujet, puisque vous parlez du Morvan. Et là, nous, on a une action, en fait, pour les conseiller. Mais franchement, on n'a pas d'action coercitive. Nous, on ne peut pas agir au niveau coercitif. Il faut que ce soit vraiment les acteurs de la filière forêt qui agissent. Ensuite, on a un petit truc qui s'appelle le nouveau parc national des forêts. Vous savez, les parcs nationaux sont rattachés à l'OFB. Et le dernier, le 11e parc, c'est un parc des forêts. Voilà, donc, ça peut permettre aussi de faire comprendre comment fonctionne la forêt. Et moi, je compte sur la mobilisation citoyenne, la pression des citoyens aussi pour ça. La forêt en France, elle n'est pas, je trouve moi, hein, que c'est pas comme en Allemagne où en Allemagne c'est sacré la forêt, c'est une sorte de, ils ont, quand ils sont confrontés à des problèmes avec leur forêt, c'est une cause quasi nationale. En France, je trouve que la forêt, elle passe trop souvent sous les radars. Je suis assez d'accord avec vous, mais c'est très difficile hein, parce qu'il faut faire changer des modèles économiques. C'est un peu compliqué, voilà. Et puis il y a aussi la question de l'équilibre, parce qu'en fait les gens ne savent pas, mais d'équilibre entre forêt et gibier, pour laquelle nous on agit beaucoup, parce que là on agit en conseil. Vous savez que la forêt se dégrade aussi à cause des surpopulations de grands gibiers, qui ne sont pas assez chassés. Cervidés notamment, qui actuellement détruisent des forêts à vitesse grand V. Hein. Et ça, bah, en fait, c'est un enjeu. Enfin, les débats sur l'environnement sont plutôt par le petit bout de la lorgnette, chasseurs, anti-chasse, tout ça. Mais en fait, les vrais sujets d'équilibre de la biodiversité ne sont pas traités. Comme l'équilibre forêt-gibier, par exemple, je vous le dis, c'est un problème qui est en train de détruire la forêt française. Et ben nous, on agit beaucoup là-dessus, parce qu'on conseille les parties prenantes, forestiers, chasseurs, et l'ONF, d'ailleurs aussi, sur la partie forêt publique, sur ces sujets. Merci. L'un des mots d'ordre du prochain Congrès mondial pour la nature et peut-être la COP15, ce seront vous les avez évoqués, les solutions basées sur la nature. Est-ce qu'à vouloir régler trop de choses avec la nature, on ne risque pas de la surexploiter à terme? Bah, le but, c'est surtout pas ça, en fait. C'est-à-dire que la vraie révolution qui doit nous attendre, c'est de passer de la surexploitation des ressources où l'homme a considéré la nature comme une ressource et uniquement une ressource,
inépuisable. Je crois que la conscience que c'est épuisable commence à émerger sérieusement dans la société. Et de passer finalement de cette ère à l'ère du vivre avec. Et vivre avec la nature, c'est se rendre compte, prendre conscience de ce qu'elle est, de son fonctionnement. Vous savez, la nature, elle ne perd rien. C'est étonnant d'observer la nature et son fonctionnement. C'est-à-dire que finalement, il y a des mécanismes très complexes, mais qui aboutissent à une sorte d'économie de moyens. Et quand on parle de solutions fondées sur la nature, ça veut dire que c'est aussi d'ailleurs le cas de la bio-inspiration et du biomimétisme. C'est-à-dire qu'on s'inspire de ce que fait la nature, de la manière dont elle fonctionne, pour finalement l'appliquer aux activités économiques et humaines. Et franchement, ça, c'est un réservoir de ressources, de génie écologique, hein, de production, d'activités économiques et inventives énormes. Donc, en fait, voir la nature comme une solution et pas comme uniquement un réservoir utilitariste. Et ça, je pense que ça va émerger dans les années qui viennent. C'est ça la révolution, finalement, qui, à mon avis, est devant nous. C'est un autre regard sur la nature et sur ce qu'elle peut nous apporter, mais pas dans une logique de surexploitation de la ressource sans limite. Et vraiment, des gens arrivent à le faire aujourd'hui. Je vous parlais du biomimétisme, mais il y a énormément de boîtes, de startups qui se créent pour finalement s'inspirer de la nature pour créer des produits qui ne détruisent pas la nature derrière, qui lui rendent des services aussi. C'est une sorte d'économie circulaire dont on parle beaucoup, mais qui finalement rend à la nature ce que la nature donne, quoi. J'en reviens à la forêt, avec l'explosion des ravageurs, notamment dans certaines régions de l'Est, les effets des changements climatiques. Est-ce qu'on a aujourd'hui une idée de quoi sera composée la forêt française au milieu du siècle, voire un peu au-delà, ou on est toujours en train d'esquisser? Sur la prospective, je ne peux pas trop vous répondre. Il se trouve qu'on est en train de créer un comité d'orientation à l'OFB qui, j'espère, réfléchira à ces questions. Mais aujourd'hui, je ne peux pas répondre à votre question de manière précise et documentée. Ce qui peut paraître paradoxal au moment où la Commission veut relancer la plantation de forêt, ou d'un autre côté, d'autres acteurs économiques veulent accroître l'exploitation de la biomasse, notamment dans la production d'énergie. Il y a beaucoup de demandes et finalement, on sait pas très bien, on a l'impression qu'on ne sait pas très bien comment on doit gérer la forêt comme vous l'imaginez. C'est certain. Parce que je vous dis, il y a l'enjeu de la plantation de forêt. La déforestation, c'est une des 5 causes de l'érosion de la biodiversité. Mais en France, ce n'est pas pareil. Ça, c'est au niveau mondial. Parce que la déforestation en Asie du Sud-Est et au Brésil, ce n'est pas le sujet en France. En France, on plante plutôt plus. Mais ensuite, il faut la gérer. Et la gérer, pour quoi faire? Est-ce que c'est la gérer pour, ce que dit votre collègue, uniquement à des fins économiques et d'exploitation finalement forestière de la filière économique, ou est-ce que c'est de restauration des milieux pour les services que rend la forêt finalement à la biodiversité et au climat? Et voilà, c'est la vraie question. Et je pense que ça se passe au niveau européen. Enfin, j'espère que ça va plutôt dans le bon sens. Mais enfin, le sujet français et européen est pas le vrai sujet de la déforestation. Hein. C'est plutôt dans les autres continents que ça se passe. Hein. Bien sûr, mais on a aussi d'importantes forêts en Amérique du Sud et qui sont de plus en plus soumises au stress climatique en particulier. Les forêts primaires, elles sont en Amérique du Sud, en Amazonie, mais vous voyez que là, par contre, la situation est absolument dramatique. Dramatique. Une autre question d'Yvan Logbenov sur la police de l'environnement. Bonjour, il y avait 2 paquets de lois récemment qui ont un peu renforcé la justice environnementale. Je pense au parquet européen et à la loi climat qui est en train d'être votée là. Est-ce que ça va changer, vous, votre rôle à l'OFB de police de l'environnement? Est-ce que vous aurez plus de travail? Et dans le même sujet, vous, par rapport à l'écocide, est-ce que c'est aussi quelque chose sur lequel vous penchez au sein de l'OFB? Est-ce que vous réfléchissez aussi à cette notion? Merci. Merci. Alors, sur le premier point… Alors, sur l'écocide, on y travaille
en réflexion. On a été auditionné. C'est un concept compliqué, l'écocide, parce que juridiquement, ça pose la question ça pose un tas de questions juridiques. Je vais pas le développer ici, mais sur qui est responsable, qu'est-ce que ça crée comme droit et comme finalement comme conséquence sur la pyramide de l'ordre juridique. Enfin, c'est quand même une question. On a participé à un colloque avec le ministère de la Justice et l'Inspection générale des services judiciaires sur ces sujets-là, avec des chercheurs. C'est très intéressant, mais bon, voilà, en tout cas, notre établissement participe à la réflexion sur l'écocide ou la délinquance environnementale, d'ailleurs, d'une manière plus générale. Pour répondre à votre première question sur la police judiciaire, en effet, depuis la création de l'OFB jusqu'au paquet là, sur la loi climat et la justice environnementale, il y a un accroissement des missions de police judiciaire et des compétences de police judiciaire des agents de l'OFB. Alors, il faut être très précis sur ce sujet-là. Ça ne concerne pas tous les inspecteurs de l'environnement. Ça concerne quelques inspecteurs de l'environnement qui font de la police judiciaire. Vous savez, la police, c'est la police administrative et la police judiciaire. C'est les deux. La police administrative, c'est l'essentiel quand même de l'activité des avis techniques et ensuite des actes de police administrative sous l'égide des préfets qui sont dressés par nos agents de police de l'environnement. La police judiciaire sous l'égide des parquets, des procureurs, c'est une activité importante, mais qui ne concerne pas de loin tous les agents. C'est quelques dizaines. Et ça nécessite des compétences très particulières, puisque nos agents ont désormais des compétences qui sont celles des officiers de police de l'environnement, des officiers judiciaires de l'environnement, les OJE. Ils avaient jusqu'à présent, depuis la loi, toutes les compétences de police judiciaire, depuis la loi 2020, sauf celle de la garde à vue, la contrainte individuelle. Avec la loi justice environnementale, ils auront vraiment toutes les compétences en matière de police judiciaire, identiques à celles des gendarmes et des policiers. Donc, ça change vraiment la donne. Ça nous permet de mener des enquêtes tout en restant en coordination avec la police, la gendarmerie et l'OCLAESP et d'autres corps spécialisés pour mener des enquêtes. Mais aujourd'hui, on peut les mener évidemment jusqu'au bout et avec tous les moyens et tout l'arsenal finalement de la police judiciaire. On a 2 magistrats hébergés au sein de l'établissement qui permettent de faire monter en compétence nos agents sur les sujets de police judiciaire. Et nous sommes actuellement très investis dans ces affaires-là. Donc oui, c'est plus de travail, mais c'est plus de travail pour un nombre limité d'agents. C'est surtout une montée en compétence pour des agents qui étaient déjà bons sur ces sujets-là. C'est vraiment la police de l'environnement, c'est une police à enjeu. Nous, on n'est pas compétent sur l'ordre public, on n'est pas compétent sur certains types de police. Par contre, la valeur ajoutée de l'OFB, c'est qu'on connaît les espèces, les milieux, et donc c'est une police technique et scientifique. Ce qui permet de démanteler un réseau de trafic d'espèces protégées, c'est la connaissance des espèces protégées, de leur fonctionnement et des acteurs. Et généralement, ce sont des trafics internationaux. Vous savez que le trafic d'espèces protégées, c'est le 3e trafic en termes de volume mondial, après le trafic d'armes et le trafic de drogue. C'est considérable et c'est en augmentation. Donc, voilà, nous sommes en train de monter en puissance, et vous avez raison de le souligner. Certes, c'est exigeant, mais ce n'est pas insurmontable, compte tenu des compétences qu'ont déjà nos agents en matière de police judiciaire. Aujourd'hui, combien d'agents sont au sein de l'OFB? Une vingtaine. Enfin, là, ça va monter parce qu'avec les OJE, on va devoir monter en puissance. On aura, je ne vous parle pas organisation, mais une sorte de pôle national en fait sur ces affaires-là. Aujourd'hui, on a des agents, mais qui sont coordonnés au niveau national, mais qui sont répartis sur tout le territoire. Là, on va sans doute devoir avoir une sorte de pilotage national de cette police judiciaire, on aura toutes les compétences. Mais c'est vraiment en train de se construire à la faveur des lois que vous évoquiez. Et vous pourriez être amené à instruire des cas de type pollution aussi. Vous évoquez les espèces protégées, mais est-ce que ça pourrait concerner des choses sur les nitrates, les phytos, des choses comme ça? Bien entendu. Dès lors qu'on est dans le cadre de nos missions et du Code de l'environnement, bien sûr. Ensuite, c'est les parquets qui décident, c'est les procureurs qui… nous, on dépose, les procureurs ensuite ouvrent une enquête et nous, on est évidemment… sous le sceau de la procédure, mêlé à ces enquêtes, et ça peut être évidemment la question des pollutions du milieu aquatique fait partie du champ d'investigation des agents de l'OFB. Ouais.
Y a d'autres questions avant que nous clôturions cet entretien? Ah oui. Ah, vous les avez tous convaincus, visiblement. Je ne sais pas, mais enfin, il y en aura pour la prochaine fois. Absolument. Écoutez, je vais vous remercier toutes et tous d'avoir consacré une heure de votre temps à cet entretien avec Pierre Dubreuil, le directeur général de l'Office français de la biodiversité, qu'on aura sans doute plaisir à retrouver l'automne prochain. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Merci à vous. Au revoir.